Bonsoir à tous, ça y est, il est avec nous, le président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Bonsoir Éric Coquerel. Bonsoir. Après vos ennuis ferroviaires, merci de nous avoir rejoints. Vous étiez justement sur un dossier de fiscalité à Bruxelles. On va parler de fiscalité, on va parler de budget. Vous avez dénoncé ce 49.3 en disant qu'il était pur et dur, qu'on vous avait fait des promesses différentes. On va y revenir. Juste 2-3 questions d'actualité. D'abord parce que ça a été adopté tout à l'heure. L'amendement a été adopté. Atos. Vous croyez vraiment que la solution, c'est de nationaliser Atos ? En tout cas, la solution, c'est pas ce qui venait de se passer. Donc, quand une entreprise est dans un secteur stratégique à ce point et vit beaucoup des commandes de l'État, où il vaut mieux que ça soit nationalisé, je pense que les amendements, notamment portés par Olivier Marleix, le patron des Républicains, mais aussi d'autres à gauche, je pense à Sébastien Jumel, étaient vraiment souhaitables et qu'il est urgent de sauver cette entreprise. Et je vois pas très bien quelle autre manière de la sauver que de la nationaliser. Et donc, mais là, de toute manière, c'est un amendement, une fois de plus, qui va sauter, non ? Oui, peut-être, mais après tout... Il va disparaître. Le gouvernement... On l'attrape au 49.3. Mais comme c'est le bon sens, peut-être aussi qu'on peut espérer, à un moment donné, que le gouvernement finisse par retenir quand même certains des amendements votés pour les intégrer dans la suite. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera du budget. Très franchement, si on nationalise pas Atos, qu'est-ce qui se passe ? On laisse s'écrouler cette entreprise, c'est pas possible. Sauf que l'État, c'est pas forcément toujours la bonne solution. Vous savez bien, sans être ultra-libéral, l'État, c'est pas toujours la bonne solution. Hein. Oui, je ne partage pas ce point de vue, surtout quand on est sur des secteurs stratégiques. En tout cas, manifestement, la manière dont fonctionnait Atos fait que le privé, c'est pas non plus toujours la panacée. Je ne sais pas si vous avez vu, lorsque vous étiez dans le train, et on a appris tout à l'heure, et confirmé par Matignon, la démission du président du COR. Le COR, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Est-ce qu'à votre avis, il paye un peu... Alors, c'est pas forcément son indépendance, mais le fait qu'il avait une sorte de une liberté de ton, notamment, on sait des problèmes aussi de chiffrage, pendant la réforme des retraites. Il paye tout simplement le fait d'avoir mis des données sur la table qui ne plaisaient pas au gouvernement, qui ne correspondaient pas à cette réforme des retraites. Moi, je l'avais invité en audition avec le 19 janvier, c'était une grande mobilisation. Je l'avais invité, avec en audition de la Commission des finances. C'est la fameuse audition où il avait dit il n'y a pas un problème de dépenses, les retraites ne vont pas coûter plus cher en termes de pourcentage, il y a un problème de recettes. Donc, l'idée, c'est comment on trouve des recettes. Bon. Et ça avait déjà fortement déplu. Madame Borne l'avait dans le nez depuis longtemps. Moi, je regrette. Je pense qu'on ne peut pas comme ça évincer les gens qui vous déplaisent et qui, tout simplement parce qu'ils donnent des informations qui ne vous satisfont pas. Alors à ce moment-là, ça va être quoi la prochaine fois ? France Stratégie a donné des chiffres, a donné des données sur la flat tax, c'est-à-dire la taxation du capital, le bouclier du capital, sur l'ISF, montrant que ça avait très peu de retombées économiques, voire quasiment pas. C'est eux qui vont payer les pots cassés la prochaine fois. Je ne sais pas, moi j'ai une autre cible peut-être, puisque vous avez déjà été la cible. C'est vous peut-être, Éric Coquerel. Vous avez un ton parfois qui n'est pas totalement dans la ligne Renaissance, non ? Puisque vous êtes député LFI de Seine-Saint-Denis. Oui, mais encore heureux que je suis peut-être une cible, enfin je suis surtout élu, et que je suis élu la principale force d'opposition qui est la NUPES. Donc on peut quand même pas m'évincer comme ça, heureusement, on n'en est pas encore là. Bien qu'il y ait eu des tentations, puisqu'il y a eu des tentations de me remplacer à la présidence de la Commission des finances, mais finalement, j'observe que ça n'a pas été jusqu'au bout. On va parler de la crise du logement avant de parler quand même du projet de loi de finances 2024, parce que donc là, il y a eu le 49.3, c'était sur le volet recettes, maintenant il y a le volet dépenses, et c'est un point très très important. Sur la crise du logement, est-ce que vous avez le sentiment, vous êtes élu de Seine-Saint-Denis, vous venez de le rappeler, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement prend suffisamment en compte la crise du logement ? Il a annoncé qu'il y aurait une loi sur le logement en mars, c'est même le président Macron qui l'a annoncé. Alors sur le PTZ, sur un prêt bonifié... Dans les mots, oui. Lors des dialogues de Bercy, il y a 2 mois de ça, j'ai posé cette question de la bombe sociale qui était le logement. Et les ministres m'ont dit oui, c'est vrai, il y a une bombe sociale, donc il faut faire quelque chose. Mais il y a une urgence, et moi je pense qu'on ne peut pas attendre une loi, et en plus je ne suis pas vraiment sûr que finalement on prenne le problème par la bonne porte. Pourquoi ? Parce que pourquoi il y a une crise de cette ampleur ? Pourquoi maintenant la crise n'est pas seulement chez les gens qui n'arrivent plus à se loger ou qui se logent trop cher, mais chez les promoteurs, dans le BTP, etc. Parce que pendant très longtemps, le prix du logement était déjà trop cher, on construisait trop peu de logements sociaux, les loyers étaient trop chers, mais du fait que les taux d'intérêt étaient faibles, disons que les classes moyennes arrivaient quand même bon an mal an avec des crédits sur des très longues durées à acheter.
Avec les taux d'intérêt qui montent, c'est fini. C'est-à-dire que le système se bloque. C'est à ce à quoi on est en train de citer. Donc il faut trouver des solutions pour, faire baisser les prix. Et pour faire baisser les prix, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'offres. Et pour qu'il y ait plus d'offres, il faut reconstruire des logements sociaux, il faut bloquer les loyers. Encore faut-il qu'il y ait du foncier. Est-ce que vous seriez éventuellement pour l'exonération des plus-values sur le foncier? Ah non, absolument pas. Je pense pourquoi c'est la meilleure façon, non? Non, la meilleure façon, c'est que l'État réinvestisse dans le logement. C'est moins 10,8% en 5 ans d'investissement public. Si déjà l'État assurait sa part, notamment en termes de logements sociaux, vous verriez que quelque part, cette pression serait moindre. Moi, je le vois, il y a des gens qui ont droit à des logements sociaux dans ma circonscription qui ne peuvent plus les avoir. En plus, on détruit des tours avec les projets en rue. Donc, on leur propose rien, on propose d'aller se loger toujours plus loin, et en même temps, ils ne peuvent pas accéder à la propriété, du fait des taux d'intérêt. Donc voilà, ça coince. Donc pour ça, il faut reconstruire des logements sociaux, il faut faire baisser les loyers, c'est ça la solution première. Après, on peut aussi prendre des mesures, notamment celles, j'allais dire, à court terme que fait le gouvernement, puisque ils ont finalement maintenu le PTZ 0. Je vous rappelle qu'ils avaient envisagé de l'arrêter. Mais ils l'ont maintenu, ils l'ont même un peu élargi. Enfin, ils l'ont recentré et élargi, si je veux dire. Oui, parce que les promoteurs sont en train de dire c'est la catastrophe, on n'arrive plus à vendre. Donc évidemment, il y a des mesures. Mais tant qu'on n'aura pas pris des mesures qui font baisser le prix, c'est un moindre mal. De toute façon, ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais tant qu'on n'aura pas pris des mesures qui font baisser le prix du logement, on aura le problème qui est central aujourd'hui et qui est, je vous le dis, quasiment peut-être le problème numéro 1 des Français qui sont des classes moyennes, des classes défavorisées. C'est le logement. Un prêt à taux bonifié, ça serait une bonne idée ? Pouvoir accéder au crédit de manière plus facile, c'est des bonnes idées. Mais encore une fois, je crois que le problème qui est posé, c'est que le logement est trop cher. Si vous avez tant de difficultés à un moment donné à atteindre, avoir des taux d'endettement qui sont trop importants, etc., des taux d'usure trop importants, c'est parce que les prix sont trop chers. Donc, il faut que les prix baissent. Il y a eu ce truc, on avait l'impression que le gouvernement voulait faire un peu la chasse à Airbnb, puis finalement, on se rend compte au contraire, il devait avoir un amendement fiscal qui devait rogner sur l'exonération de TVA dont bénéficie Airbnb. Finalement, c'est pas le cas, ça vous désole ? C'est un peu tout le résumé c'est un tourloupe un peu que nous a fait le gouvernement. Parce que, pour bien comprendre, au début, il y a 2 mois, on nous a dit cette fois-ci, on ne va pas faire le même 49.3 que la dernière fois. C'est-à-dire, on ne va pas raser tous les amendements, on va être plus ouvert au dialogue, au moins sur certains thèmes. Et il y avait un des thèmes qui était ces questions de taxation des locations à courte durée, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Airbnb, pour une bonne raison, c'est que dans les zones tendues, les zones touristiques, les gens qui résident, ils n'arrivent carrément plus à se loger. Les prix montent tellement du fait de cette spéculation que ça devient impossible pour eux, en Corse, dans le sud-ouest, mais même dans des centres urbains. Donc l'idée était de rendre moins intéressant les locations à courte durée. Il y avait un amendement transpartisan qui proposait de faire en sorte que les abattements des locations courte durée et longue durée baissent et soient au même niveau. Et puis, patatras, le gouvernement ne l'a pas adopté et finalement, il a pris une mesurette qui ne va rien régler. Donc voilà, c'est un peu le résumé un peu de ce faux semblant. Est-ce que c'est dans le cadre parce qu'en perspective des Jeux Olympiques où il y a quand même beaucoup de Français qui vont utiliser Airbnb? Oui, vous inquiétez pas pour les Jeux Olympiques. À 50% d'abattement, il n'y a pas de problème pour que les gens louent leur appartement avec Airbnb. C'est fait exprès, non? Vous pensez pas? Oui, mais ça n'aurait pas changé grand-chose si c'était descendu à 30%. C'est pas vrai. La demande est tellement importante que ça n'aurait pas changé. Les gens auraient gagné un peu moins d'argent. Écoutez, c'est pas dramatique. Alors ce budget 2024, donc je répète là, on est dans le volet recette est passé à cause du 49.3. Donc vous venez de dénoncer les conditions. Là il y a le volet dépenses. Mais en même temps, c'est un peu de votre faute. C'est-à-dire que c'est sûr que le gouvernement n'avait pas de majorité, que les débats ont été quand même, la dernière fois, extrêmement violents, notamment avec la NUPES ou la NUP. Vous êtes élu LFI, finalement, c'est pas... vous récoltez un peu ce que vous avez semé, non ? Non, je ne crois pas. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans une démocratie parlementaire dans ce pays, on n'est pas une démocratie moderne. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de démocratie comme ça où un gouvernement peut appliquer un programme, un budget, alors qu'il n'a pas de majorité. Prenons en Allemagne, le fait d'avoir... Vous êtes obligé à essayer de trouver des compromis. Il y a des coalitions, là, ici, c'est des choses qui existent en Allemagne. Oui, d'accord. Il y a une culture différente. D'accord, mais la culture est peut-être différente, mais c'est surtout aussi qu'il n'y a pas le 49.3. Vous n'avez pas un système où l'exécutif est aussi fort par rapport au Parlement. Et donc là, le 49.3, c'est un peu la démonstration. Pourquoi ? On a un gouvernement qui dit « je viens avec un budget ». Il y a des modifications qui sont votées par l'Assemblée
et avec des députés de la majorité. Vous avez par exemple un certain nombre d'amendements sur les recettes qui proposent une taxation sur les superdividendes. C'est pas France Insoumise, c'était une proposition de Jean-Paul Mattei, Modem. Sur les rachats d'actions, idem, etc. 15 milliards de recettes, on avait trouvé 15 milliards de recettes, et des choses qui franchement font pas très mal à tous ceux qui s'enrichissent très largement dans ce pays. Le bilan, c'est qu'au lieu de se dire, bon bah, je vais trouver un compromis avec le Parlement, avec l'Assemblée, voilà, on va s'y réfléchir, ça a été, on fait le 49.3, on rase tout ça, on met quelques mesurettes pour faire plaisir. Bon bah ça, c'est pas une façon de gouverner, et à mon avis, ça peut pas tenir très longtemps, et en plus, c'est pas bon pour le pays. Oui, mais c'est vous qui avez preuve. Quand je dis vous, c'est pas vous en l'occurrence, oui, vous intitulé personné, parce que au contraire, je pense que tout le monde se félicite de votre rôle à la tête de la Commission des Finances. Mais bon, reconnaissez que les débats dans l'hémicycle, bon, ne sont pas tellement à la hauteur d'un Parlement, si. Bah, comment vous voulez le savoir, il n'y en a pas. Ils ont été empêchés, donc là c'est un peu compliqué. Moi, ce que je sais, c'est qu'en commission des finances, tout le monde s'est loué des débats, donc je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas été du même niveau pendant le budget. Mais parce qu'il faut dire ça à vos petits camarades de la NUP. Non, ce n'est pas vrai. L'an dernier, il y a eu les quelques débats que nous avons eus ont été d'excellentes factures. Simplement, ils n'ont pas plu au gouvernement parce que sur deux missions, je prends deux exemples. La mission des Outre-mer, il y a eu 240 millions d'euros qui ont été votés pour répondre aux besoins d'Outre-mer, et une autre, la rénovation thermique, il y a eu plusieurs milliards qui ont été votés en plus parce que la situation n'est pas bonne. Et le gouvernement n'est pas satisfait. C'est de ça dont il n'est pas satisfait. Bah, c'est des excès, c'est les joutes oratoires qui virent. Non, pourquoi vous dites-vous ça? Parce que je regarde beaucoup les débats. C'est une caricature. Regardez bien les débats qu'il y a eu pendant regardez bien les débats qu'il y a eu pendant le budget. Ce n'était pas ça. Ce n'est pas vrai. Simplement, si on supprime les débats à l'Assemblée, d'abord, on fait un lien toujours plus long entre les citoyens et l'Assemblée, et puis on nous enlève notre rôle. Mais regardez ça consiste en quoi? Regardez sur le rachat d'actions, il y a un principe de réalité, parce que si vous mettez une taxe de 1%, ce que vous aviez préconisé, Jean-Paul Mattei, en l'occurrence, oui, le Modem avait préconisé, à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a plus d'investisseurs étrangers pour nos entreprises, notamment pour les entreprises du CAC 40. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que vous voyez, c'est plus les investisseurs étrangers, c'est les entreprises, il faut le dire, c'est les entreprises qui rachètent eux-mêmes leurs propres actions pour faire des bénéfices. Non, mais ça sert à augmenter le dividende pour les actionnaires. Il y a tellement un problème qu'il y a quelques mois de ça, Emmanuel Macron avait dit c'est un souci, c'est quelque chose de quasiment pernicieux. Absolument. Et il avait dit en gros, il avait dit faut taxer. Bon, au dialogue de Bercy, c'est la majorité qui arrive et qui dit il y a un problème, on ne peut plus continuer comme ça. Et le bilan, c'est qu'on va finir avec une mesurette qui, en échange de laisser un peu de marge pour les salariés, en réalité légitime ce procédé qui n'est pas supportable. Mais oui, mais si justement ça profite aux salariés, c'est plutôt une bonne chose. Oui, non. Ça va profiter à quelques salariés aux dépens du plus grand nombre, c'est-à-dire aux dépens de vous, de moi, de tous ceux qui ont besoin de recettes pour l'État et qui ne peut pas continuer à faire en sorte comme ça que les principaux revenus du capital soient toujours plus exonérés de fiscalité. Ce n'est pas possible. On a besoin de recettes. Vous avez un système, par exemple, vous avez un ministre de l'économie qui nous dit il me manque 1 milliard. C'est ce qu'il dit. Il manque 1 milliard d'euros. Bon, à un moment donné, il faut peut-être aller les chercher là où ils se trouvent. Et c'est quand même pas dramatique de taxer un tout petit peu plus. C'était 1% les rachats d'actions, c'était pas beaucoup. De taxer un peu plus, je veux dire, ces fortunes qui aujourd'hui s'accumulent pour ne même pas rejaillir dans l'économie. Donc voilà, je pense que le gouvernement pouvait le faire. Bon, quand même, si vous prenez, je sais pas, au hasard, l'homme le plus riche, enfin maintenant c'est plus clair, Bernard Arnault, il emploie quand même des milliers de personnes en France. Donc ça rejaillit forcément sur l'économie. Puis si vous regardez je ne fais pas sa défense du tout. Mais non, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez le défendre. Oui. Mais Bernard Arnault, sans les salariés qui travaillent pour lui, il n'est pas grand-chose non plus, je vous le dis comme ça. Non, parce que, d'accord, c'est donc une entreprise. Oui. Mais prenons le cas de Bernard Arnault, c'est intéressant quand même, parce que chacun doit sa part d'impôt, sa part d'impôt par rapport à l'effort national. Vous savez qu'il y a eu une étude de l'Institut des politiques publiques qui est sortie en juin dernier, faite avec Bercy. Donc elle n'est pas. Et puis là, il y a l'Observatoire des politiques fiscales elle n'est pas discutable. Oui. Qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que les 150 plus grandes fortunes de France, les milliardaires, pour aller vite, d'accord, ont un impôt sur la fortune qui est entre 0 et 0,1%. Alors que le décile le plus important, qui au niveau de l'impôt sur le revenu, paye 45%. Avec leur impôt professionnel, parce qu'ils ont transféré une partie de leur fortune sur l'impôt professionnel, on atteint 25%. Oui. Vous savez quel est le manque pour ces 150 personnes pour l'État? C'est 18 milliards. Oui. C'est pas supportable. Une personne ne vaut pas comme ça autant de milliards. Enfin, puis après, on n'est pas là pour faire ce débat-là, parce que c'est un débat très intéressant. C'est un débat central, c'est qu'on a besoin de cet argent pour la bifurcation écologique. C'est que ça mérite un débat en soi, c'est ce que je veux dire, Éric Coquerel. Oui, en même temps, leur fortune, elle dépend. La preuve, Bernard Arnault était l'homme le plus riche du monde. Maintenant, il ne l'est plus parce qu'il y a eu un effondrement il y a une baisse très forte de son cours en bourse. Donc la valeur de son entreprise, de son patrimoine diminue. Ça, vous voyez, c'est un patrimoine professionnel.
on verra. Mais enfin, là, on ne va pas se centrer sur Bernard Arnault. Justement, on va parler d'économie, parce que où est-ce que vous avez proposé 15 milliards d'économies, mais c'était des petits coups de rabot, c'était ici ou là, d'accord? Maintenant, où est-ce que le gouvernement vous dit, je vais faire 16 milliards d'économies? Vous les avez vus, on les cherche toujours. Où est-ce qu'on peut le faire, les économies? Eh bien oui, c'est justement parce qu'en fait, vous avez beau être très néolibéral, dans la période que nous connaissons, où il y a baisse du pouvoir d'achat, le problème de logement, etc., c'est pas si facile de baisser les dépenses publiques. Donc sur les 16... Regardez l'état des hôpitaux publics, la justice, la police... Il y a des besoins partout. Donc ils ont mis en place un budget qui va faire des économies sur des dépenses conjoncturelles. C'est le bouclier énergétique, c'est 4 milliards d'aide pour les entreprises qui venaient de la période Covid. Et le reste, ils cherchent. Ils cherchent parce qu'ils ne trouvent pas. Alors, ils ont dit, on va remettre ça en 2025. En 2025, ils annoncent une cure d'austérité à hauteur de 12 milliards, mais sans dire où ils vont aller les chercher, parce que c'est pas si évident d'annoncer à l'avance à des services publics que vous allez les ponctionner. Et ça montre une chose, c'est que ce système, il ne répond pas à la période que nous avons devant nous. Et la période que nous avons devant nous, c'est que ça soit à cause des questions géopolitiques, à cause du climat, à cause des questions sociales, etc., etc., il y a en réalité besoin d'investissement et notamment d'investissement public. On ne s'en sortira pas autrement. Et des politiques qui visent de la petite semaine, qui visent à dire on va réduire les déficits, c'est ça qui est fondamental, mais sans augmenter les impôts, notamment des plus riches, au bout d'un moment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour ce qu'ils veulent avancer. Vous verrez que le déficit fin 2024 sera bien plus important que les 4,4% annoncés. Je prends date. Vous voyez à quoi, 5%? Ah oui, je pense qu'on ne sera pas loin de 5%. Le FCE annonce 4,8 et ça correspond aux chiffres de croissance de 0,8, 0,7 qui sont à la fois ceux de la Banque de France au lieu des 1,4 annoncés par l'État. Donc ça sera le cas, mais en même temps, ça ne répondra pas aux besoins des Français. Donc il faut changer de logiciel. Oui, en même temps, Éric Coquerel, je vous vois venir, vous dites qu'il faut changer la politique de l'offre. Mais cela dit, regardez, on n'a pas été dégradé. Pour l'instant, so far so good, comme on dit, la France n'a pas été dégradée, la dette de la France n'a pas été dégradée. Donc ça veut dire que quand même, on a le sentiment, ces agences de notation ont le sentiment... oui, mais le coût de la dette dépend beaucoup de ces agences de notation. Oui. Non, vous n'avez pas l'air convaincu, mais bon... écoutez, je ne sais pas, les dernières dégradations, on nous annonçait... de multiples problèmes, vous l'avez vu arriver, moi je ne l'ai pas vu personnellement. Donc il y a longtemps que je pense que ça n'a pas tant d'impact que ça. Voilà. Donc ces dégradations, enfin si éventuellement la prochaine fois Standard & Poor's, ce qui est le plus important, s'il y a une dégradation pour vous, ça n'a pas de sens, enfin c'est pas très grave. C'est pas le plus grave, ce qui m'importe le plus, c'est le fait que le chômage remonte, ça m'apporte. Le fait que on ait justement toutes les peines du monde à répondre aux besoins des Français, le fait que on ne mette que 7 milliards d'euros sur la bifurcation écologique, quand Pisani-Ferry estime qu'il en faudrait 37 milliards d'investissements publics. Bon, et moi je pense que la dette écologique est bien plus grave que la dette financière. Je vais peut-être vous choquer, mais voilà, je pense que la première, elle n'est pas annulable. Elle n'est pas d'accord avec vous. Bien. Et donc, à partir de là, c'est plutôt ces critères-là que je recherche que le fait qu'une agence de notation nous dégrade très légèrement. Encore une fois, ça n'a pas changé la situation de ces dernières années quand ça a été le cas. Justement, sur Bruno Le Maire l'a annoncé, ça y est, le leasing social à 100 € pour permettre à des Français les plus pauvres d'acheter une voiture électrique. Est-ce que là, vous êtes d'accord ? Enfin, vous voyez bien que ce n'est pas 100 € qui va résoudre le problème des Français les plus pauvres qui ne peuvent pas s'acheter une voiture. Tout ça on est dans... Les gens aujourd'hui ont un problème de pouvoir d'achat qui touche leur alimentation. Vous le savez comme moi, il y a un tiers des Français qui disent qu'ils ont du mal à faire 3 repas par jour. Donc, très franchement, je ne pense pas que ça soit ce genre de mesures qui permettent de régler les questions. On ferait mieux de s'occuper, par exemple, de monter les minima sociaux au seuil de pauvreté. On ferait mieux de faire en sorte que les salaires soient indexés sur l'inflation, de relancer une consommation populaire. Ça me semblerait plus efficace que ce genre d'aide. Oui. Sur l'exonération de charges. Des charges Moi, j'appelle ça cotisation. Cotisation, oui, vous avez tout à fait raison, ça s'appelle des cotisations, j'étais juste sur vous avez tout à fait raison. Entre 2,5 et 3,5, il y avait donc, on a vu, c'était justement Adépatier, Marc Ferracci, qui l'avait proposé, ça a été retoqué par le gouvernement. Vous dites quoi ? C'est encore un élément... Pas complètement retoqué, voilà. Alors il y a un élément encourageant et il y a un élément désespérant. L'élément encourageant, c'est que ce soit sur
les taxations des superdividendes dont je vous parlais tout à l'heure de transactions financières, que ce soit sur la remise en question de ces aides aux entreprises par des exonérations dont on a bien du mal à trouver en quoi ça aide l'emploi, il y a quand même une majorité à l'Assemblée pour commencer à le remettre en question. Bon, ça, c'est encourageant. Mais ce qui est désespérant, c'est que le gouvernement n'en tient pas compte. Voilà. Et je pense que là, pour le coup, il ferait mieux d'entendre l'Assemblée. C'est peut-être le cœur de ce budget, d'ailleurs. L'Agir Carco, finalement, le gouvernement a l'air. Olivier Dussopt, que je recevais jeudi dernier, nous a dit, bon, écoutez, on va voir. Visiblement, il renoncerait à la cagnotte. Vous applaudissez, vous dites bravo. Enfin, vous ne pouvez pas faire autrement. Quand vous avez tous les partenaires sociaux qui sont contre. Mais ça montre bien quand même que cette réforme de retraite, c'était n'importe quoi. Parce qu'on nous expliquait qu'on allait équilibrer les retraites. C'était pour ça qu'on faisait la réforme. Il fallait aller faire un rap sur ce qui fonctionnait d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tout ça vient d'une réforme où on nous avait dit qu'il faut absolument la faire pour équilibrer les retraites. Oui, tout à fait. Et en fait, ça a tellement équilibré que ça a même fait des surplus. Bon, bah c'est pas les surplus de retraite, elles ne doivent pas servir pour régler le déficit de l'État. Ça, c'est pas à mon avis, c'est une mauvaise solution. Et c'est là où le gouvernement se retrouve dans l'impasse. Merci. Beaucoup de sujets à discuter avec vous. Il faut revenir nous voir, Éric Coquerel. Avec plaisir. Et puis vous viendrez de l'Assemblée nationale et pas de Bruxelles. Merci beaucoup, Éric Coquerel, président de la Commission des finances, député LFI, parce que NUP, ça n'existe plus. Député NUP. Autre débat. Était donc notre invité.